Politique, le débat législatif 2020, quel enseignement politique et moral avec M. Youssouf Mohamed Bachili, alias Ouras Bach, porte-parole du CDR, collectif pour la défense de la République. Monsieur Bachili, bonsoir et bienvenue. Bonjour Robert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation aussi. Merci. Notre second invité est Dr Modibo Soumaré, président du parti URP, Union des Patriotes pour la République. Dr Soumaré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Nous sommes également en compagnie de M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci. Et enfin, nous sommes avec M. Sekounyame Bachili du RPM, Rassemblement pour le Mali. M. Bachili, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert, bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Bachili, ce soir, donc, nous allons parler des législatives 2020. Déjà, à l'annonce de ces législatives, il y a eu la constitution des listes, il y a eu des alliances qui ont déjà fâché. Alors, pourquoi, selon vous, ces alliances ont-elles fâché les Maliens? Merci beaucoup Robert, à vous et à tous les téléspectateurs, à mes co-débatteurs aussi. Merci. Et surtout à mon esclave Soumaré qui est en face. Et on espère qu'il fera acte de bon élève. Biologiquement, c'est un grand frère, un tonton, mais cela ne tient. Vraiment, ça fait un plaisir. Et beaucoup aussi. Vous avez parlé de ces alliances qui ont suscité beaucoup de mots à l'époque. C'est à juste raison. Parce que la démocratie, il est de loin le meilleur des régimes, en cela qu'il permet aux citoyens de se doter des mécanismes de dévolution du pouvoir à travers les élections, d'organiser l'exercice du pouvoir à travers des institutions, et aussi le contrôle du pouvoir à travers aussi des institutions. Et donc, ce mécanisme que seule la démocratie permet aux citoyens, aussi permet la libre entreprise politique. C'est le seul régime qui permet la libre entreprise politique, qui crée un marché politique au cours duquel les formations politiques qui sont des entrepreneurs font des offres en termes de programmes, de projets de société. Et ces programmes et ces projets de société sont censés être conduits par des formations qui compétissent, à l'issue desquelles se dégagent deux groupes, dont l'un assure l'exécution, qui s'appelle la majorité issue des urnes, l'autre exerce le contrôle, qui est l'opposition. Alors, qui parle de compétition parle forcément d'alliance. C'est naturel, c'est légitime, c'est normal et même stratégique. Et ces alliances, elles sont censées être systémiques. Elles sont censées être systémiques en deux phases. La conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Donc, qui parle d'alliance pour la conquête et l'exercice du pouvoir, forcément, parle du respect d'un certain nombre de principes qui sont d'ordre moral, d'ordre idéologique et d'ordre qui sont aussi par étapes. Du point de vue idéologique, moi, par exemple, Rasbach, si je suis personnel d'Africable et que le poste de responsable d'Africable est pourvu à compétition, et lorsque je souhaite postuler et mettre ma vision de télévision en application, ma façon d'organiser le travail au sein d'Africable, je me dois d'approcher des personnes, partager avec eux, confronter ma vision, nécessiter des échanges, raccorder les points de vue, harmoniser les visions, pour ensuite se présenter devant les personnels d'Africable en vue de nous accorder leur confiance pour la gestion et la mise en œuvre de notre vision du truc. Donc c'est cela l'alliance systémique. Sinon, toute alliance qui se limiterait juste à la conquête s'appellerait une coalition temporaire circonstancielle. Or, une alliance s'inscrit dans une certaine durée, dans une perspective de gouvernance. Donc ces alliances-là, qui sont prévues d'ailleurs par la loi au moment des élections, à regarder de près qu'est-ce qui s'est passé lors de ces élections, à la veille de ces élections. Je prends par exemple le cas du parti de mon frère Bokoum, le SADI qui s'est publiquement proclamé de la gauche, sinon de l'extrême gauche, qui est aussi ami de Jean-Luc Mélenchon, extrême gauche en France, dont la doctrine repose sur plus d'intervention de l'État.
et la consécration des droits fondamentaux tels le droit au travail, la santé, l'éducation, qui sont des droits opposables, et l'affaiblissement de la loi du marché au profit de l'interventionnisme de l'État. Et quand je vois ce parti s'allier à Gao avec le parti qui s'est proclamé leader libéral du néolibéralisme au Mali, l'URD, dont on assiste chaque année à la participation au congrès des libéraux de la sous-région, Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara avec Soumaïla et tout, et dont la doctrine repose sur moins d'intervention de l'État, plus de force à la loi du marché. Donc moi je me suis posé la question, Sadi, en campagne sur une liste propre à Koutchala, vient devant les électeurs, leur disent, votez pour moi, je renforcerai les capacités de l'État à construire plus d'écoles, à construire plus de centres de santé, plus de maisons. Et par contre, ceux d'en face, si vous votez pour eux, ils vont affaiblir l'intervention, les capacités de l'État et laisser votre droit d'accès à l'éducation, à la santé au marché. Donc, ceux qui auront plus d'argent auront accès à ces deux services-là. Ceux qui n'en auront pas seront exclus. Donc, de fait, leur doctrine va créer une inégalité sociale. Donc, si il dit ça aux populations de Koutchala, à Gao, je vois que le même Sadi, socialiste, se retrouve sur la même liste que le libéral à Gao. Ce qui est paradoxal. Le même Sadi encore, en 2012, qui a appelé le peuple à s'opposer à la venue de la CEDEAO, qui a appelé le peuple à s'opposer à l'interventionnisme étranger, les forces de la CEDEAO, Barkhane et tout, qui allait jusqu'à accuser l'ADEMA et Dioncounda à l'époque, qui était candidat avant le coup d'État de l'ADEMA, ensuite président de la transition, comme auteur de l'interventionnisme qui est une atteinte à la souveraineté du Mali, se retrouve en 2020 sur la même liste que ce même ADEMA à Koutchala. L'autre là, c'était à Kolondiaba. À Koutchala, donc, alors moi, si j'étais électeur à Koutchala, je poserais la question aux candidats Sadi et Adema devant moi, et si vous êtes élu, est-ce que vous allez appeler au départ de la France? Forcément, le candidat, l'allié de Sadi ne va pas, de l'Adema ne va pas dire que la France va partir. Donc alors, où est-ce qu'on est? Quand je prends le parti de mon frère et cousin Bachili, Niamey, RPM, qui ici, par la voix de leur président Tereta, a qualifié l'opposition de putschiste. Ici. Donc, et que je vois encore ce même parti s'allier à Koulikoro, à Kati, à Bamako, à Bougouni, avec le parti, l'opposition qu'il a qualifié de putschiste. Est-ce que ça veut dire que l'RPM s'est inscrit désormais dans une doctrine de coup d'État? Donc, quand on prend la logique de l'alliance, partant de la définition de l'alliance, qui suppose le respect d'un certain nombre d'étapes, des négociations en amont, des échanges entre deux personnes, des formations, je me pose la question, est-ce que la gauche incarnée par Sadi et la droite incarnée par l'URD ont eu, avant la constitution de la liste, des discussions pour harmoniser leurs points de vue, dégager une vision commune, une stratégie commune de conquête du pouvoir et d'exercice du pouvoir, qui soit au niveau parlementaire ou de l'exécutif? Est-ce que ce travail préalable a eu lieu, qui consiste à harmoniser les visions, qui consiste à accorder les lignes, qui consiste à concevoir une stratégie conforme à leur vision du pays et de gouvernance? Est-ce que RPM a eu ce travail-là, cet échange, cette rencontre-là préalable avec le parti qu'ils ont qualifié de putschiste? Voici autant d'incohérences, voici autant de contradictions que le peuple a assisté, et c'est pourquoi même j'entendrai terminer là-dessus. La charte des partis qui prône l'alliance et le prévoit dans son deuxième alinéa, que malgré que l'alliance étant permise entre les partis, que malgré qu'il ne soit pas, je crois, un acte juridique, juridiquement contraignant, mais qu'il a une portée morale. Une portée morale. Donc alors, le peuple a eu le droit, c'est normal, que les réactions soient dégoûtantes, que les réactions soient fâcheuses. Donc on n'a pas compris 5 ans, des partis qui ont passé 5 ans à décrire la gouvernance, vous voyez, de la majorité, à décrier la façon de la vision de la majorité, qui se retrouve à la conquête du pouvoir, qui se retrouve au moment où ils doivent proposer une offre différente, solliciter la confiance du peuple pour remplacer, sanctionner ceux dont ils critiquaient. Ils se retrouvent avec ces mêmes personnes et se présenter devant le peuple. Où est la cohérence, où est l'harmonie? Voici ce qui a un peu fait mal, voici ce qui a entaché la crédibilité, la démocratie,
la crédibilité de ce scrutin et même la démocratie en elle-même. D'accord, merci Monsieur Bathily. Docteur Soumaré, alors quand on regarde ces alliances, comme le disait tout de suite Monsieur Bathily, des partis politiques d'idéologies différentes, de visions différentes, qui se retrouvent quand même sur une même liste, et c'est les mêmes électeurs. Finalement, peut-on savoir, comment peut-on même savoir pour qui ou pour quel parti les électeurs ont majoritairement voté au sein d'une même liste, par exemple? Je vous remercie. Il est évident que nous sommes un parti de centre-droit humaniste, l'URP. Et effectivement, nous avons fait une retraite à Sibi en décembre, avant les élections. On a déterminé un certain nombre de critères. Nous sommes dit qu'en tant qu'homme politique, en tant que parti politique, nous avons le devoir de donner l'exemple. C'est pourquoi vous allez voir au fronton de nos recommandations l'exemplarité des hommes politiques. Malheureusement, aujourd'hui, l'électeur malien est désorienté. 4-5 mois avant, j'ai vu des manifestations au cours desquelles le principal allié du RPM, à savoir l'URD, pendant ces élections, traitait le président de la République de Bilichi. Et 3 mois après, on va faire des alliances avec les partis de ces Bilichi. Donc ça pose un problème moral. Il est évident que si nous continuons cela, nous allons décrédibiliser l'homme politique. On va décrédibiliser les partis politiques. Pour nous, la politique est une entreprise noble. L'État nous a donné beaucoup. Nous, quand on partait à l'école, nos parents ne payaient pas 5 000 francs par an. Nous a permis d'obtenir des diplômes, de pouvoir même être des références pour d'autres jeunes. Donc si nous nous engageons dans cette entreprise, que nous formons des partis politiques, il faut que ce que nous disons à un instant T, en 90, en 2000 et en 2012, et aujourd'hui en 2020, doivent être concordants. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo, je ne citerai pas, des personnes qui disaient, qui parlaient des choses, la main sur le cœur, pour dire nous, on ne va pas bouger, on ne va pas changer, il ne faut pas aller avec le président de la République, la majorité présidentielle, faites attention, ne partez pas. Malheureusement, les mêmes personnes se retrouvent du côté de la majorité présidentielle à exercer le pouvoir. D'ailleurs, pendant un espoir de notre campagne, nous avons dénoncé ces alliances contre nature. Ces alliances qui portent un coup à la démocratie. Et d'ailleurs, à Koutala, ça nous a valu quand même l'adhésion de la section et des élus d'un parti qui sont venus, qui se sont déplacés jusqu'à Bamako, jusqu'à notre siège à la CEI 2000, pour nous dire nous n'avons pas vu suffisamment d'hommes politiques dénoncer ces alliances politiques. J'ai discuté avec des responsables de l'URD, j'ai fait des dizaines de réunions avec des responsables du RPM. Nous étions membres fondateurs de l'EPM. Et lors des élections reportées, on avait vu les mêmes signaux. Et je n'ai pas manqué de le dire en réunion de l'EPM pour dire nous ne sommes pas venus pour regarder les sotramas passés. Si nous devons faire des dizaines de réunions ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour consolider les pouvoirs, sauver ce qui peut être sauvé, et qu'aux élections, vous allez faire alliance avec les chefs de file de l'opposition, qui est financé par l'État, par les contribuables, à hauteur de 500 millions par an. Nous disons que nous allons détourner la démocratie, nous allons discréditer l'homme politique. C'est pourquoi la même chose est allée jusqu'à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et je vous dis, c'est comme si nous sommes dans un régime monolithique où il n'y a pas d'opposition. L'URD... Nous aurons certainement le temps de parler de tout ça, mais je reste toujours avec vous, docteur Soumaré. Mais au-delà même du caractère hybride de ces alliances, alors le peuple, les citoyens qui votent
Alors, il vote au nom d'une liste, alors qu'il a voté pour un candidat bien déterminé ou pour un parti bien déterminé, mais sur une liste hybride. À cela, alors, si on doit coupler avec ça, le faible taux de participation, est-ce que nous ne pouvons pas parler aujourd'hui d'un véritable problème de représentativité? Mais il est évident que maintenant, celui qui doit sortir de chez lui, qui a vu 5 ans durant des gens se confronter, dire que l'autre ne vaut rien, et qui va les trouver sur la même liste, il ne va plus voter. Celui qui va voter va dire, bon, ils sont tous les mêmes, alors on va monnayer. J'ai fait un document, c'est là presque 10 ans, que j'ai appelé la chacratie. C'est la place de l'argent dans la démocratie. Et c'est ce qui est justement en train d'arriver. Peut-être que sur 100% des électeurs, tu vas trouver que 60% sont sortis parce qu'on leur a donné de l'argent pour sortir, parce qu'ils ne croient plus à l'homme politique. Donc c'est ça le problème. Donc il faut une refondation de la démocratie. Il faut que si on donne 500 millions à un parti pour assurer l'opposition, qu'il ne puisse plus faire de liesse avec les partis présidentiels. C'est le minimum. D'accord. Merci, docteur Soumaré. Monsieur Bokoum. Alors, le peuple, qu'il soit c'est-à-dire qu'il vote ou bien qu'il ne vote pas, est-ce que nos concitoyens, alors, comprennent réellement les vrais enjeux des législatives? Bon, bonsoir d'abord. Bonsoir. Et nous disons bonsoir également aux téléspectateurs. En fait, la question n'est pas là. Elle n'est pas là. La question est ailleurs. Vous voyez, quand le camarade prend l'exemple sur le SADI, sur 2 exemples, mais vous ne pouvez pas vous focaliser sur le SADI dans cette histoire et laisser celui-là à qui la loi a incarné le chef de file de l'opposition, avec tout le protocole qui va avec, qui est chargé de préparer une alternative. Et là, dans la démonstration, vous aurez pu passer plus de temps là-dessus que le SADI. Et dans même le cas du SADI, vous avez pris 2 exemples qui s'opposent, parce que l'ADEMA n'est pas un parti de droite. L'ADEMA est un parti de gauche, c'est le premier grand parti de gauche au Mali. Mais, attention, ceux qui animent le débat politique à l'ADEMA ont peut-être fait un virage à droite. Ça, c'est le premier point. Maintenant, opposition et majorité. L'URD est un parti libéral, on est d'accord, mais qui est de l'opposition. Donc, quand vous voyez ce angle-là, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ce n'est pas là également la question. Je ne vais pas faire de langue de bois là-dessus. Il est clair que le système démocratique malien souffre d'une formation, d'une malformation congénitale. Parce qu'il ne s'agit pas de venir aujourd'hui prendre la situation électorale de 2020 pour se scandaliser sur un problème qui persiste depuis 27 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à faire des alliances de telle nature. Parce qu'aujourd'hui, l'ampleur, la situation actuelle du pays et l'intéressement de l'immense majorité des Maliens à la vie politique a fait que le débat est sorti. Il y a les réseaux sociaux, il y a un groupe comme les CDR qui ont la voix, qui portent au haut la voix, qui essaient de dénoncer ce qui a existé depuis des années. Mais ne pas vouloir rentrer en profondeur pour savoir où se trouve le problème n'est pas aussi honnête dans le jeu. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a, en 1992, il y a eu l'avènement de la démocratie au Mali. On a mis sur place, à travers la conférence nationale, on a espéré, en tout cas calqué et réfléchi un dessein démocratique pour le peuple malien, pour le salut du peuple. En envoyant, en laissant le champ libre aux partis politiques d'exercer souverainement le jeu politique, de prendre le pouvoir et de l'exercer. Et pendant ce temps, 27 ans durant, la vie politique a été monopolisée par une seule majorité. Une seule majorité. L'ADEMA qui s'est éclaté en plusieurs partis, qui avait la possibilité, malgré la persistance des autres groupes minoritaires au Parlement, de changer les lois, de revoir les modes, c'est-à-dire tout le système de fonctionnement démocratique qui nous pose problème, à savoir la question d'alliance, qui peut être tranchée par une simple loi. Et il y a un certain nombre de dysfonctionnements dans le système qui fait aujourd'hui que ces gens arrivent à se maintenir au pouvoir, vaille que vaille, coûte que coûte, mais sous couverture de la loi et de façon légale, qu'ils ont réussi à faire passer au Parlement, parce qu'ils détiennent pendant 27 ans la majorité au Parlement qui les permettent de faire de la loi ce qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, vous êtes de la majorité. Vous ne pouvez pas parler de dysfonctionnement, critiquer un dysfonctionnement d'un exercice démocratique pendant que vous disposez de tous les outils pour améliorer ce système, pour l'amener vers le salut du peuple. On a vu les élections. Quand dans un pays, on se permet d'organiser des élections, on permet d'organiser des élections et on refuse d'aller utiliser les services de l'État
pour vérifier, contrôler, sécuriser les scrutins, faire en sorte que ce soit transparent et libre, cela ne relève pas de la responsabilité de l'opposition qui ne dispose d'aucun instrument. Maintenant, le deuxième problème, c'est que les partis politiques au Mali sont atteints de véritable démocratisme. Que nous, aujourd'hui, après cette histoire qui a fait polémique, nous sommes en pleine réflexion au sein du parti Sadi. Il ne s'agit pas de vouloir nier l'évidence que les alliances sont très mal assorties. C'est une réalité. Mais pourquoi elles sont mal assorties? Parce que dans l'organisation de chaque parti politique, nous avons pensé qu'il était souhaitable de laisser l'autonomie totale à toutes les structures de s'organiser du point de vue alliance, du point de vue, comme on appelle, choix des candidats, à tout point de vue. Et dans tous les appareils des partis, très généralement, on est rentré dans cette forme de décentralisation de nos appareils politiques, aujourd'hui qui sont en train de retourner contre tous les partis politiques en République du Mali. Donc c'est à l'image de la décentralisation réelle qui a été effectuée sur le territoire national, qui permet à n'importe qui de faire n'importe quoi sur le territoire. Donc il convient aujourd'hui à nous, responsables des partis politiques, de reprendre nos responsabilités, de voir comment on peut, au-delà de la liberté qu'on donne aux structures, mais de ne pas franchir des lignes rouges. Parce qu'on n'avait pas de mécanisme statutaire qui nous permettait d'infléchir là-dessus. Mais par contre, pourquoi le SADI a pu éviter le RPM? Parce que quand on a vu venir, on a été obligé, pour ne pas violer les statuts, d'émettre un avis. En disant que on a posé le problème, c'est le RPM qui est au pouvoir. Le parti SADI, l'organe directoire, constatant les faits, souhaiterait quand même que vous puissiez élaborer vos alliances en évitant de ramener le RPM là-dedans qui peut poser plus de problèmes que de bien. On l'a dit. Et heureusement, ils n'étaient pas obligés de l'accepter. Mais ils ont été dans ce même sens. Mais vouloir après dire à ces gens, or on n'avait pas préparé en amont cela, choisir beaucoup de partis pour dire ne partez pas en alliance, vu la configuration et la recette démocratique qu'on nous a donnée au Mali, vous allez sortir les mains vides dedans. Et les mains vides, c'est l'arrêt de l'appareil politique. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas, on a pris la mesure de la situation, nous réfléchissons là-dessus pour voir comment prochainement nous pourrons mettre en place des mécanismes qui nous permettent de contrôler réellement la nature des alliances, les choix des candidats, parce que nous n'avons pas la main là-dessus. C'est ce qui explique aujourd'hui la rébellion des députés au niveau du Parlement. Aucun parti aujourd'hui ne maîtrise l'Assemblée nationale. C'est devenu une secte qui s'est regroupée autour d'elle parce que cela suppose tout simplement qu'ils ne sont pas redevables des électeurs. C'est révélateur de cela. À peine un mois des urnes, ils tournaient le dos au parti qui vous a porté cela pour tout simplement qu'ils savent qu'ils ne sont pas redevables de là et ils ont dû gagner leur victoire à travers des coulisses qu'on ne sait pas, mais qui sont opaques, qui sont mystiques, où on ne sait pas qu'est-ce qui a été fait, qui les ont mis là-bas. Donc la démarche prouve assez, logiquement, qu'ils n'ont pas été élus réellement, parce que lorsqu'on est doté d'une véritable légitimité à la base, on n'ose pas l'affronter à un mois des élections. Merci M. Bokoum. M. Bathily, alors vous appartenez au principal parti de la majorité. Alors pendant la constitution de ces alliances, que ce soit les partis qui partent vers vous ou que ce soit les partis auxquels vous faites appel et qui acceptent de toute la façon, vous devriez quand même finalement vous réjouir du fait que tout le monde vous rejoigne. On s'est dit ça, sur ce point, il y a deux aspects. D'abord, l'aspect légal, l'aspect moral. On est d'accord quand même que les alliances-là ont créé des mécontents au sein de l'électorat même. Et ce qui a fait que les taux à citer, le taux de participation aux élections. L'aspect légal, là, il n'y a pas de problème. Mais l'aspect moral, ça frustre. Mais l'avant-dernière phrase de Bokoum, quand il disait ils n'étaient pas obligés d'accepter. Parce que le problème principal, pour moi, ce sont les textes des partis politiques. Parce que comment on choisit les candidats? Les élections législatives sont des élections de proximité. Les candidats sont investis au niveau des sections. Dans chaque cercle, il y a une section. Maintenant, l'attitude est donnée aux responsables des sections, aux militants au niveau des sections de désigner les candidats. Mais dans les textes des partis politiques, tu ne verras pas les BPN sortir une ligne dans les textes qui pourra obliger les sections à prendre les candidats dans une ligne politique. Ça n'existe pas. Là, c'est des insuffisances. Ce sont des lacunes à corriger.
pour faire avancer les choses. Mais il y a une chose aussi, quand moi j'entends parler au Mali, gauche, droite, ça me fait rire quoi. Imaginez un peu l'IRD, qui est une branche de l'ancien ADEMA, quitte dans un parti qui est purement socialiste, de gauche, pour être libéral. Donc on se pose la question, au Mali, est-ce que cette question de gauche et droite-là, dans les faits réels, dans l'exercice même du pouvoir, est-ce qu'on sent ça? Les partis qui sont censés appeler gauche ou droite, qui ont dirigé ces pays-là, il faut voir dans les faits si on remarque ça. Moi, par exemple, au RPM, nous avons présenté des candidats dans l'ensemble des circonscriptions électorales, les 55, avec 15 listes propres au RPM, mais 26 listes d'alliance avec les partis politiques signataires de l'accord politique de gouvernance, dont 16 avec les regroupements de l'ensemble pour le Mali. Seulement, on avait 14 listes d'alliance avec les autres partis qui ne sont ni signataires de l'accord, qui ne sont pas de l'EPM. Donc c'est pour dire que ce sont ces partis. Pourquoi justement l'objectif c'était seulement d'avoir des députés et peu importe qu'on ait les mêmes idéologies ou pas? Non, l'objectif c'était quoi? L'objectif, c'est ce que j'ai dit au début. La manière d'investir les candidats. Là, le parti ne détient pas les pouvoirs. Le BPN ne détient pas les pouvoirs. Mais l'alliance. Pour les alliances, c'est aux sections de voir au niveau de ta localité quelles sont les réalités. D'accord. C'est les réalités du milieu qui dictent les alliances, qui désignent les candidats. Là, l'instance dirigeante du parti au niveau suprême n'a pas son mot à dire dans ça. Donc ça, c'est une insuffisance à corriger. Je suis d'accord. Mais j'aimerais qu'on me dise, parmi tous les partis politiques qui ont participé aux élections législatives, quel est ce parti qui n'a pas fait ces genres d'alliance-là? Parce que je vois qu'on nous indexe, nous, ou de la majorité, du RPM. On nous indexe, on est d'accord, oui, on l'a fait. Mais quel est ce parti qui ne l'a pas fait au Mali? Qu'on me montre ces partis-là. Si c'est Sadi, on l'a dit tout de suite. Si c'est l'ADEMA, on le sait. Si c'est l'IRD, on le sait. Si c'est les Yéléma en Euro du Sahel étaient avec l'ADEMA et l'ADP Maliba. Les Yéléma à Yélimane étaient avec les RPM. Leur troisième député qui a été élu à Yélimane a été élu sur une liste Yéléma RPM. Les Yéléma à Mopti étaient avec UDD, PS, Yéléma. Donc, quel est ce parti actuellement représenté à l'Assemblée nationale qui n'a pas fait ces alliances-là? Donc, moralement, on devrait se poser des questions. Lesquelles? Si les textes se taisent sur des lacunes, des insuffisances, les partis doivent réfléchir afin d'apporter les réponses, puisque ça joue sur le taux de participation aux élections. Oui, mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème de texte, M. Bachelet, en vous suivant? Par exemple, une section, par exemple, d'une circonscription donnée a la liberté, en fait, de s'allier avec quelques partis que ce soit. Mais justement, mais pourquoi des partis de vision différente si l'objectif n'est pas seulement d'avoir des députés? Quand je parle des textes, quand le texte dit clairement, il est interdit à notre parti de ne pas s'allier avec les partis de droite. Ok. Si c'est écrit dans les textes, est-ce qu'au niveau des sections, les militants à la base auront la liberté de choisir comme bon leur semble? Non. Non. C'est pourquoi je dis que c'est des insuffisances au niveau des textes. Mais nous sommes dans une démocratie, on ne pourra pas dire naissante, mais une démocratie qui progresse. Donc, au fur et à mesure où on constate des insuffisances, il faut avoir le courage politique. L'évidence est là, de l'accepter d'abord, mais avoir le courage aussi d'aller vers le changement, d'apporter les réponses pour aussi susciter cet engouement-là à l'électeur malien de participer aux élections et de faire son choix librement et des choix qui sont légitimes, qui représentent réellement la population malienne. À l'entame de votre propos, M. Bachelet, vous avez dit que c'est moins un problème légal qu'un problème moral, n'est-ce pas? Alors, si par les textes, ok, nous c'est les deux. Non, vous avez inversé. J'ai dit légalement,
Il n'y a pas C'est moins un problème légal qu'un problème moral, justement. Oui. Alors, la morale dans l'affaire, c'est-à-dire que les textes vous permettent de vous allier à qui vous voulez, mais et la morale au sein du parti? Que dit la morale? Oui, là, il me s'est dit ça. On va sur un autre aspect qui a aussi la formation. Moi, je l'ai toujours dit. La formation des militants à la base. Ok. Ça, c'est obligé. Pourquoi l'aide publique aux partis politiques, c'est destiné pourquoi? Pour non seulement la formation civique, mais aussi la sensibilisation, préparer les militants à l'éveil de conscience aussi. Sinon, si tel n'est pas le cas, au niveau des sections, quand le BPN des partis politiques essaye d'influer seulement sur ces processus-là, tu verras qu'il y aura des militants qui vont dire clairement qu'ils ne seront pas d'accord avec les dirigeants du parti au niveau de Bamako, qui ne leur dicteront pas ce qu'eux, ils doivent faire. Ils ont leur choix, ils désignent leur candidat, ils pensent qu'ils peuvent gagner avec X. Donc ils vont en alliance avec X pour essayer d'avoir un siège. D'accord. Voilà, c'est qu'il faut corriger les textes d'abord pour essayer de pallier à ces problèmes. Merci à M. Bathily. Monsieur Bathily. Monsieur Bathily. Alors, il vient de soulever quand même un problème qui est vraiment récurrent, qu'on trouve presque partout dans nos pays, et les citoyens en parlent, la formation politique citoyenne du Malien. Or, les partis politiques reçoivent beaucoup d'argent chaque année, justement pour faire ce travail, mais d'année en année, on a l'impression que la situation s'empire. 0,25%, je crois, du budget national, la subvention. Et en 2018, RPM en a eu plus d'1 milliard et quelques, je crois. Beaucoup de partis. Vous savez, à entendre mon frère Bathily et mon frère Bokoum, c'est regrettable 28 ans après qu'on vienne encore dire que nous souffrons de lacunes textuelles, de déficit de formation. 28 ans après, dans la vie d'un homme, tu n'es plus un adolescent, tu n'es plus un enfant. On est censé avoir beaucoup appris, tirer beaucoup de leçons et avancer et se nourrir, progresser de nos enseignements. Lorsque j'entends que le texte ne le prévoit pas, juridiquement, je ne suis pas d'accord. Aucun parti politique n'est créé sans clarifier son objectif dans le texte, idéologique et politique. C'est ce qui est la ligne rouge, le canevas. Voici ma ligne, ma vision, mon objectif, tu le clarifies dans ton projet. C'est sur la base de ça qu'un récépissé t'a délivré une reconnaissance légale et juridique d'exercer en tant que parti politique. D'où ce qui s'appelle l'obligation du respect de l'idéologie du parti politique. Toute violation, tout contrevenant, toute action ou tout fait de nature à violer, aller à l'encontre de l'idéologie. Ok, M. Bathily, continue. Voilà. Je disais que le texte en soi est le canevas, c'est le garde-fou, c'est la boussole, c'est l'indicateur pour tout militant. Donc, l'autonomie n'est pas l'indépendance. L'autonomie n'est pas la liberté absolue. L'autonomie, c'est la liberté dans un cadre bien tracé de pouvoir entreprendre certaines choses tout en restant fidèle à des principes. C'est cela que j'entends par autonomie. Donc lorsque le bureau politique national d'un parti se décharge sur sa section au motif qu'il bénéficie de l'autonomie du choix du candidat, du choix idéologique de l'alliance, alors la question se pose, il s'agit de quel type d'alliance alors? À quelle échelle? Quel est le rôle du bureau politique national? Il est élu par les éléments de la base. Il a une mission de veiller au respect de l'idéologie, de la vision du parti, de la base jusqu'au sommet. Donc aucune section, fût-elle autonome à la base, ne saurait se soustraire de cette ligne conductrice-là, de ce cordon ombilical qui est l'idéologie du parti.
Donc l'alliance, c'est pourquoi je dis l'alliance obéit à des principes d'ordre moraux, d'ordre idéologique, qui doivent sous-tendre des négociations préalables pour aboutir à une alliance d'idéologie, de vision, de conquête et d'exercice du pouvoir. Je ne m'allie pas à n'importe qui. J'ai pris un exemple frappant. Lorsque je veux conquérir la direction du Africable, je me dois de chercher qui au sein de Africable a la même vision de télévision que moi, la même façon de travailler que moi. Je ne me lève pas et dis seulement je m'associe à Robert, après le lendemain on se retrouve quand on a des visions contraires. C'est ce qui arrive. Les partis n'ont pas tiré l'enseignement. La vraie raison est que les partis politiques en réalité n'ont pas la maîtrise de leur base parce qu'ils ne contribuent pas au financement de leur base. Il y a une étude qui a été sortie, qui a été menée là-dessus. Les candidats, la campagne législative est financée à 80% par le candidat. Le parti à 5%, une étude commanditée par une ONG hollandaise qui a été conduite par des sociologues ici, produite il y a 3 ou 4 mois. Qui clairement. Maintenant, à ce niveau, moi je me dis que les partis doivent dégager des lignes. Aujourd'hui, le parti Sadi est en train de donner un exemple, je suis d'accord, et je remercie les Sadi de tirer les enseignements de ce qu'ils viennent de subir. Lors de leur conférence il y a 2 jours, il y a Omar Mariko qui disait que lors de la formation, on va en revenir des groupes parlementaires, ça n'a rien à voir avec, mais il y a un aspect qui répond à la question présente, qu'ils ont adressé et ils ont reçu un document du groupe parlementaire conduit par ADP Malipa, et sur lequel ils ont émis des observations et dont ils attendaient les réponses qui déterminent leur orientation politique au sein du Parlement, qui est l'opposition et non la majorité. Ce travail d'échange de comment va s'organiser d'abord le groupe parlementaire, la politique, la vision qui va être défendue par le groupe, c'est ce même travail qui aurait dû avoir lieu au moment de la constitution des listes à la base. Le parti, en édictant ou bien en octroyant l'indépendance à chaque section, devrait tracer une ligne rouge. Comme le Sadi l'a fait avec l'RPM, ils auraient dû le faire idéologiquement. RPM n'est pas le seul parti de la majorité. L'ADEMA, bien qu'il soit socialiste, mais accompagne ses pouvoirs, idéologiquement, politiquement. Ça, c'est évident. Le cas est la même chose avec le RPM qui est dans l'international socialiste, qui se retrouve avec le Parti libéral. Lorsque vous me dites qu'au Mali, la question de libéralisme de gauche ou de droite se pose, ben oui, je suis d'accord avec vous que ça doit se poser. Mais malheureusement, 28 ans après, c'est franchement pas réalisant pour la démocratie. Parce que la démocratie a cela de substantiel qu'elle offre au peuple 2 choses, 2 avantages. Le premier, c'est d'abord le choix. À travers les formations politiques, le citoyen a l'opportunité de choisir entre plusieurs visions, plusieurs projets, plusieurs programmes, plusieurs orientations idéologiques politiques, plusieurs modes de gouvernance. Premier avantage. Le deuxième, c'est l'alternance. C'est le pouvoir de changer le système de gouvernance et les hommes à l'issue d'une période déterminée. Et donc, quand ces partis politiques, à leur création, publiquement, après réflexion, ont estimé qu'ils sont beaucoup plus de la gauche, et l'ont publié, l'ont rendu public, l'ont réclamé publiquement, jusqu'à ce que l'actuel président, à l'époque président de l'ADEMA, a été membre de l'international socialiste. Et l'RPM s'est inscrit dans l'international socialiste. Donc c'est inscrit dans certains types de valeurs. Vous devez de l'incarner dans votre discours, dans votre gouvernance, dans votre acte. Ce n'est pas le peuple qui vous a demandé d'être socialiste. C'est vous qui êtes sorti pour vous présenter devant le peuple, dire « je suis socialiste », ça veut dire que ma doctrine et ma gouvernance sera fondée sur des principes, des valeurs comme ça. Les libéraux, pareil. Donc lorsqu'en toute responsabilité, en tout responsable, convaincu, vous vous présentez devant le peuple pour dire que ma vision, ma gouvernance sera fondée sur des valeurs comme telles, et qu'à l'ère de la pratique, vous montrez autre chose, et encore venir dire que la gauche au Mali, c'est de l'heure. Alors la question, c'est quand vous vous présentez devant le peuple, est-ce que vous étiez conscient de ce que c'est la gauche? Est-ce que vous saviez ce que c'est que la droite? C'est cela la question. Ce n'est pas le peuple qui a dit à Soumaïla, à l'URD, de se réclamer droite. Ce n'est pas le peuple qui a demandé au Sadi de se réclamer gauche. Ce n'est pas le peuple qui a demandé à l'RPM de se réclamer gauche. C'est vous qui êtes sortis des hommes mûrs responsables. Après réflexion, venez vous assumer devant le peuple. Je suis de la droite, je suis de la gauche. Donc à l'ère de l'exercice démocratique, vous devez mettre en exergue ces valeurs-là. Et vous ne devez pas vous retrouver accouplé à d'autres dont vous critiquez l'idéologie, la doctrine. Et c'est là que Sékou Touré dit que le grand homme est celui qui, entre l'acte et la parole, se lie l'harmonie. Donc 28 ans après,
que l'RPM, le SADI, l'URD, l'ADEMA viennent nous dire qu'au Mali, la question de gauche et de droite est un leurre, est un luxe. Pas vous. Il faut les laisser terminer. Il faut les laisser terminer. Je suis d'accord avec vous. C'est cela la grande question. Donc j'en aurais terminé sur quel point, pour rappeler, dire à Bokoum, qu'effectivement le cas de l'URD, j'en aurais bondi là-dessus lors du deuxième tour, mais je suis d'accord avec lui. L'URD a été la grande déception, parce que l'opposition, si tu veux, c'est le pilier central de la démocratie. C'est lui qui est légalement reconnu. Plus qu'un droit, un devoir de contrôler l'exécutif, à travers des statuts, des instruments, des interpellations, des commissions d'enquête, des espaces médiatiques, des immunités parlementaires, le pouvoir d'accéder à toutes les pièces, à tous les éléments, pour mettre à nu les insuffisances de la gouvernance, pour mettre à nu les insuffisances d'une doctrine idéologique et politique, mais qui, à l'heure de sanctionner ce qu'ils ont mis 5 ans à décrier, reviennent s'accoupler avec le président sortant de l'Assemblée nationale, en liste avec l'URD. Et pire encore, qui ne se souvient pas de la demande de l'URD de parrainer à l'époque Tcheblin, qui était dans l'opposition, demandant la démission de Bakary Toukoula dans l'affaire des engrais frélatés. Aujourd'hui, ce même Tcheblin dans le même gouvernement que le parti qui a porté Bakary Toukoula candidat à Bougouni. Et l'URD, qui avait à l'époque demandé aussi la démission de Bakary, se retrouve à offrir à Bakary Toukoula, Dieu merci, l'opportunité de passer député et d'échapper momentanément à la poursuite judiciaire. Où est la cohérence morale, idéologique? C'est cela la grande question. La gauche, elle existe bien au Mali. La droite, elle existe bien au Mali, mais théoriquement sur le papier. C'est dans les pratiques que vous n'arrivez pas à être cohérent avec ce que vous prônez. Vous n'avez pas à être cohérent avec vos textes. Et vos textes sont très clairs. Mon cousin Batili, il n'y a pas de déficit textuel. L'RPM a une ligne politique très claire. L'RPM a une ligne idéologique très claire. Pour exemple, j'en aurais terminé. À Gao, lors de ces législatives, la section RPM de Gao a choisi des candidats dont le processus de désignation a été contesté par certains membres de la section. Une lettre de mise en demeure leur a été adressée aux frondeurs de Salien qui avaient appelé à voter la liste d'Adema. Ils ont persisté. Une deuxième décision de suspension d'à peu près 4 de la section de Gao pour non-respect du texte qui prévoit que toute candidature désignée par le parti s'impose à tous. Tout refus de s'aligner, pire d'appeler à voter contre ou soutenir un autre candidat, donne lieu à une suspension. Ça a été appliqué à Gao. On va revenir par rapport au choix de Moussa Tibi. Le texte est très clair. Dire que l'autonomie n'est pas l'indépendance. L'autonomie n'est pas l'indépendance idéologique. Sinon, ce n'est pas un parti. Alors, ce serait maintenant un rassemblement d'hommes. D'accord. Merci, Monsieur Batili. Docteur Soumaré, alors finalement, vu que ces alliances ne sont pas du tout comprises, et tant qu'il y a la possibilité de s'allier à n'importe qui, eh bien, on va le faire, de s'aligner n'importe comment, on va le faire. Mais alors, que proposeriez-vous en lieu et place de ces alliances-là? D'abord une chose, je ne pense pas que la question va être réglée dans les textes des partis politiques. Il ne faut pas compter sur les textes des partis politiques pour régler cette question, parce que le bureau national des partis doit être les garants moraux des textes sur lesquels ils travaillent. Mais c'est la loi électorale. Vous pourriez en parler. C'est la loi électorale, la charte des partis, qui doit désormais mettre une ligne rouge. C'est-à-dire, si vous êtes financé par les contribuables comme opposants, et on vous a donné un pouvoir aussi pour être majorité, si vous faites liste, que la liste soit invalidée. Je crois que c'est des leçons comme ça qui vont faire. C'est des exemples comme ça qui vont faire en sorte que les partis vont reculer et respecter un peu plus leurs textes. Nous, dans nos textes, c'est clair et net. Nous sommes un parti de centre droit et humaniste. Et j'ai été au congrès de l'International libéral depuis 2004 avec le PCR. C'est nous qui avons inscrit le PCR à l'International libéral. De Swan Benfana. J'étais le secrétaire général du PCR. Pour vous dire que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la question du libéralisme, ce n'est pas le tout privé. Quand je suis parti, qu'est-ce que j'ai entendu? Les prisonniers politiques
les droits humains, les violations, ainsi de suite. Je n'ai pas entendu parler que d'argent. Mais il est évident que quand on est libéral, on commence par faire confiance à l'homme, à son génie, à sa capacité de produire, que à la communauté. Il n'y a pas de pays dans le monde aujourd'hui que je sache qui marche sur les principes, sur le modèle uniquement communiste. La Chine, qui est à la limite aujourd'hui la mère du communisme, en tout cas des temps modernes, marche à droite. Et la question des Soumaïla qui quittent la majorité et l'ADEMA et se retrouvent à droite, ça ne pose aucun problème. Trump était du Parti démocrate. Et il est arrivé président dans le Parti républicain. Donc, ça, c'est des questions. Macron, c'est le Parti socialiste qui l'a amené. Il a glissé au centre et c'est Édouard Philippe est venu de l'UMP. Donc, ça, c'est des questions. Les hommes peuvent, au finish, évoluer et comprendre des choses et changer de position. Maintenant, quand on est dans une structure, il est évident qu'il faut respecter. Donc, la question doit se poser dans la loi électorale, dans la charte des partis. Maintenant, il est important qu'on comprenne. Moi, j'ai passé mon temps à lire un peu la Constitution. Il y a des insuffisances dans le texte. La révision constitutionnelle est extrêmement vitale pour notre démocratie et même pour notre pays. Peut-être qu'on va en arriver, mais il est évident aujourd'hui qu'il y a des choses qui se sont passées lors de ces élections, surtout là, la proclamation des résultats, que si on ne change pas les textes, tout ce qui s'est passé en réalité est légal. Mais quand on regarde au fond, tout le monde comprend très bien que ça tranche avec la sincérité et la morale. Mais doit-on arrêter avec les alliances? Si oui, qu'il faut-il proposer? Évidemment, il faut qu'aujourd'hui, d'abord, la première des choses, c'est que quand on est institutionnalisé, parce qu'on a institutionnalisé le rôle de l'opposition, avec le chef de file de l'opposition. Donc, on lui a donné de l'argent pour assurer cette formation, pour montrer que le pouvoir, c'est l'opposition et la majorité. Donc, on doit permettre aujourd'hui et à l'État aussi de dire, vous n'allez pas faire de liste avec les partis de la majorité présidentielle. Un. Deuxièmement, il faut que les textes évoluent aussi maintenant au niveau de l'administration territoriale. Attention à votre micro. Au niveau de l'administration territoriale. Comment? Quand un parti crée un groupe crée son parti, il faut que les partis définissent sa position. Il y a de droite, de gauche, de centre, humaniste ou un parti animaliste, au moins qu'on sache sur quel rail il roule. À partir de là, en ce moment, quand vous allez faire des alliances, il faut mettre des garde-fous. En ce moment, vous ne pouvez pas être un parti communiste, socialiste et aller faire des alliances à droite. Il faut annuler ces listes. Ça va permettre au moins aux Maliens de ne pas être surmenés par ces alliances qui empêchent aujourd'hui les Maliens de dormir. Maintenant, il y a une autre histoire dans l'affaire. C'est que, et mon frère, beaucoup me l'a dit, Babarou, la place de l'argent, j'y reviens. On ne peut pas aujourd'hui dire que les partis doivent financer toute la liste. C'est vrai qu'un parti comme le RPM, qui a reçu plus d'1 milliard, aujourd'hui aurait pu avoir la possibilité de former idéologiquement. Mais c'est militant. Je reste toujours avec vous. Mais ce financement est-il annuel ou c'est par mandat? Annuel. Ok. C'est pas annuel. C'est-à-dire quand vous prenez 1 milliard par an, divisé par mois, combien ça fait par mois pour un parti? On aurait pu former les militants de certaines sortes que les candidats, qui sont les meilleures graines, que les sages, n'aillent pas faire des listes d'alliances contre nature. Donc si on arrive à travailler sur cela et à surtout avertir et à sanctionner ces alliances contre nature, peut-être la démocratie va y gagner. Sinon qu'est-ce qui se passe? La nature a horreur du vide. On va dire, ils sont tous les mêmes et voilà la preuve. L'URD avec les RPM avec Sadi, si c'est l'URP avec là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver d'autres choses. Ils vont trouver les religieux, ils vont trouver des réactionnaires, mais ils vont trouver autre chose. D'accord. Merci, Dr Soumaré, Monsieur Bokoum. Alors, nous allons parler maintenant des résultats, la proclamation des résultats. Nous avons vu un premier résultat,
celui de l'administration territoriale, et puis maintenant, les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, on voit un grand écart entre les résultats de ces deux structures. Alors, qu'est-ce que cela révèle pour vous? Cela révèle tout simplement ce qu'on a toujours dit par rapport au système dans lequel nous vivons. Parce qu'il faut que les gens sortent de l'illusion de croire qu'à travers des petites lois, des réglages, qu'on va régler ce problème qui est posé au Mali aujourd'hui, l'exercice démocratique. Parce qu'il faut tirer le bilan. Qu'est-ce que cet exercice démocratique a donné au Mali de 1992 à maintenant? À tout point de vue, santé, zéro. Éducation, zéro. Culture, zéro. Le vivre ensemble, zéro. Et du nord au centre, c'est le désastre. C'est des conflits armés, c'est des tueries avec son cortège funèbre. Vous avez au centre ici, pas au centre, au sud, c'est le désespoir. Les enfants ne vont plus à l'école. Il n'existe rien sur lequel les gens peuvent fonder l'espoir. Comment peut-on s'asseoir pour regarder cet appareil qui nous est conduit là, pour dire qu'on va le régler? Non. Il ne s'agit pas de s'atteler sur la cour pour penser que la responsabilité se trouve au niveau de la cour. Elle est ailleurs également. Vous avez ici, il a parlé de l'orientation politique. L'orientation politique, ça les arrange parce qu'ils ne peuvent pas assumer qu'ils ont une orientation politique. Parce que la démarche du RPM ne ressemble à rien. Ni libéral, ni centre-droit, ni centre-gauche, à rien. C'est un parti qui est dirigé par un groupe de gens qui n'ont aucune autre ambition que de pouvoir se faire personnellement au détriment des valeurs et de l'éthique qui consiste à gouverner la chose publique. Rien que pour ça. Donc c'est normal, mais il ne faudrait pas oublier qu'il existe ici des gens qui aiment ce pays, des patriotes qui sont à gauche. Et nous n'avons jamais caché d'être à gauche. Et il ne faudrait pas non plus profiter de cet incident d'alliance pour remettre en l'eau tout le travail abattu sur le plan social, culturel, sur les prises de position, sur l'accompagnement, sur les luttes qu'on a menées aujourd'hui au Mali et dans le passé pour pouvoir remettre les gens dans leurs droits, dans la dignité et pour la justice sociale. Mais qui met tout ça à l'eau, monsieur Bokoum? L'accusation de vouloir collectiviser la faute. Au Mali, vous savez, tout le malheur qu'on a aujourd'hui, c'est que les voix discordantes, les voix hors des appareils des partis, comme ceux des CDR, comme tout autre, sont là en longueur de journée. Non seulement ils disent la vérité, mais ils alimentent la confusion. Parce que alimenter la confusion, c'est quoi? C'est aujourd'hui de ne pas au moins orienter les gens sur ce qui est fait et quelles sont les causes, les véritables causes qui nous ont amenés ici. Parce que lorsqu'on aura trouvé la cause, je pense que l'orientation que le peuple doit prendre va se savoir. Mais on ne le fait pas. On essaye de faire en sorte de décrédibiliser tout l'espace politique pour un fait, pour un acte posé par-ci, par-là. Or, le CDR lui-même a connu beaucoup de dissensions. Parce que concevoir une chose, Robert, et réaliser en être une autre. On conçoit des choses, on s'assoit, on réfléchit. Mais dans une organisation politique, vous avez des centaines de milliers de personnes. Chacun vient avec ses ambitions, ses orientations, souvent dans une démagogie totale et dans l'imposture. C'est au fil de la lutte, c'est sur le chemin de la lutte que cela se démasque et on essaie de les débusquer, de les sortir de nos rangs. Donc aujourd'hui, moi je pense que nier que ce système-là aujourd'hui est la source de tous nos malheurs est un problème très grave. On ne peut pas parler ici. Le fait que la Cour a rendu 2 décisions, la Cour est en contradiction avec l'administration territoriale. C'est ça la question. C'est ça ma question. Et pourtant, la Cour n'était pas sur le terrain plus que l'administration territoriale. Elle s'est basée sur des documents que l'administration lui a fournis et peut-être avec lui-même ces éléments qui ont dépêché des choses par-ci, par-là. Mais ce que les gens doivent savoir, cette Cour au Mali depuis 1997 n'a jamais tranché dans le cadre du droit. Il tranche dans le cadre des rapports de force, il tranche pour remettre toujours la majorité à un président de la République, même si les gens votent à l'encontre de cela. Donc là, il le faisait en amont. La fraude est organisée de manière scientifique, depuis la liste électorale, en venant par les bourrailles des urnes, les tripatouillages, comme on appelle la confiscation des données. Et maintenant, on est arrivé à une phase au paroxysme de la situation où la Cour n'avait autre chose que d'aller en forfaiture totale contre ce qui est vu comme mode de fonctionnement, ce qui aurait dû être un mode de fonctionnement. Mais elle, la Cour, quand on l'interroge,
Elle dit que la faute relève des hommes politiques qui lui ont donné un règlement intérieur et que ces règlements intérieurs n'ont pas pris en compte les dispositions de l'article de la Constitution qui dit que la Cour a une décision irrévocable et souveraine. Donc moi, je pense que dans ces cas de figure, quand vous regardez le fonctionnement, qui fait les lois? Ce n'est pas le Parlement. Qui est dans le Parlement? Ce n'est pas la majorité. Et quand vous prenez à tous les aspects de la vie de la nation aujourd'hui, pendant 30 ans, ces gens ont légiféré dans ce pays, ont tout fait. Nous, on est là. On ne fait que critiquer, dénoncer. Nous n'avons pas les moyens. On a eu 5 députés ou 3 députés déjà qui sont en train de partir, qui sont déjà partis d'ailleurs. Et donc, je ne sais pas par quel moyen diabolique nous allons pouvoir changer la loi ou faire autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que, comme j'aime toujours le rappeler, en 1992, le serment, c'était quoi? C'était de doter ce pays d'un organe démocratique et de faire en sorte que quiconque veut exercer le pouvoir du peuple qui passe par les urnes. C'était ça, comme on appelle le serment. Mais aujourd'hui, quand l'urne se trouve confisquée, violée et bafouer complètement la souveraineté du peuple, comment voudrez-vous que les gens puissent rester en ce moment à vouloir collectiviser la faute, à généraliser la faute pour qu'ils n'en sortent pas une sanction? Parce que la technique est bien connue. Lorsqu'on faute, lorsqu'on tient les rênes du pouvoir, on fait tout pour généraliser, rendre collective la faute. En ce moment, à quoi bon de changer si tout le monde est pareil? Parce que c'est ce message involontaire que tous les gens la passent, que Rassa passe à chaque fois en disant que tout le monde est pareil, parce que cela n'a d'autres conséquences directes que de dire pourquoi changer lui par lui, parce qu'ils sont tous pareils. Or, tout le monde ne peut pas être pareil. Au CDR, tout le monde n'est pas pareil. Nos enfants de même famille, même père, même mère ne sont pas pareils. Il est dans l'obligation de tout, il est l'obligation pour toutes ces forces, que ce soit ces religieux, que ce soit les sociétés civiles, de dire au moins, ça, c'est différent de ça. D'accord. Voilà. Merci, Monsieur Bokoum. Et vous, Monsieur Bathily, quelle est votre lecture par rapport à cet écart entre les résultats de l'administration territoriale et ceux de la Cour constitutionnelle? Oui, d'abord, M. Dissa, pour essayer de faire le lien par rapport à ce que mon fils Ousmane a dit. J'aimerais le rappeler quand même que, bon, vous voulez nous faire croire que l'IFD est libéral et de droite, bon, peut-être. Mais vous voulez le rappeler que c'est même l'IRP était dans les peines. Bien sûr. Avec des partis politiques de gauche. Oui. À défendre les mêmes visions. Donc c'est un petit rappel. Quand moi je parle, je vous en prie. Continuez. Maintenant, quand j'ai parlé des textes, je ne parlais pas uniquement des textes des partis politiques. C'est un texte de façon générale. On rappelle. Mon estimé grand frère l'a dit, 28 ans après. J'aimerais savoir, 28 ans après, nous sommes avec la même constitution. 28 ans après, nous ne voulons rien changer. Or, les textes sont évolutifs. Donc, quand je parle des textes, il s'agit d'un ensemble. Les élections doivent se vivre sur les modes, sur les modes d'une fête républicaine. C'est une fête républicaine dans une communion démocratique, patriotique. La haine ne doit pas y avoir droit de siège. Et ni le mépris qui est antinomique derrière. Bon, si on veut prendre les résultats de la Cour constitutionnelle, on voit que beaucoup incriminent la présidente qui est Manassa. Mais la Cour constitutionnelle, c'est 9 membres. Les 9 membres, c'est eux qui délibèrent. Et les 9 membres, entre eux, décident à l'interne sur des faits qui sont là. On doit reconnaître que ces élections qui sont passées récemment, il y a eu des lacunes, il y a eu des erreurs. Et d'ailleurs, tous les partis politiques en ont été victimes. Il faudra qu'on précise là-dessus. Tous les partis politiques en ont été victimes. Pas sauf les RP, mais à Bougouni, nous, on a été victimes. Mais quand on dit à Bougouni, on a été victimes. Dans d'autres localités, nous, on a fait des requêtes, mais qui n'ont pas abouti. Il faudra aussi le dire. L'honnêteté intellectuelle voudra dire tout. Tout. Moi, je reviendrai sur les textes, toujours. Même là encore, par rapport à la Cour constitutionnelle. Le mode de désignation, par exemple.
comment est-ce que les 9 sages de la Cour constitutionnelle sont désignés? 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est encore dirigé par le président de la République. Le président de la République peut se retrouver à désigner les 9. Ouais. Si la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, depuis 28 ans, nous avons la même constitution. Depuis 28 ans, les gens ne veulent pas qu'on touche à cette constitution. Si on ne change pas les textes, on est en train de critiquer. On voit l'erreur partout. On voit la faute partout. Mais on ne veut pas corriger. Or, la réponse se trouve dans le changement de ces textes-là. Il faut aller vers la révision constitutionnelle pour trouver de vraies solutions à tous ces problèmes. D'accord. Si on doit, parce qu'on a essayé de diaboliser. On a essayé de diaboliser la révision constitutionnelle. Si on doit avoir peur de quelque chose actuellement, moi je peux dire que c'est le découpage territorial et non la révision constitutionnelle. Lors du dialogue national inclusif, nous avons décidé, et le débat a été roulé. Ces jours-là, le ministre de l'administration territoriale, il était là-bas. Nous avons dit qu'il faut aller vers des élections législatives sur l'étendue du territoire national. L'administration a créé de nouvelles régions. Et ces nouvelles régions, 2 d'entre elles, on peut dire, sont fonctionnelles. Maintenant, les autres, leurs cercles n'ont pas été délimités. Mais avant d'aller aux élections législatives, pourquoi ne pas attendre à délimiter les cercles des autres pour faire une élection d'ensemble? Non. En ce moment, le ministre a opté sur sa proposition que nous avons acceptée d'ailleurs dans la salle. Il disait non, nous allons partir aux élections législatives, mais après, vers la fin de l'année, il y aura des élections partielles pour les nouvelles régions. Et qu'est-ce qu'on voit juste après les élections législatives? On voit un communiqué du ministre qui convoque des représentants pour une réunion pour organiser ou pour parler des élections partielles de la région de Taoudéni et de Ménaka. Et on ne touche même pas, on ne parle même pas des autres régions dont les gouverneurs ont été nommés et que d'autres attendent la nomination de leurs gouverneurs. Donc si on doit avoir peur de quelque chose, actuellement là où nous sommes, c'est le découpage territorial et non la révision constitutionnelle. Les gens doivent comprendre que le diable peut se trouver dans le découpage territorial, mais non dans la révision. Parce qu'on peut faire une révision au minimum, c'est-à-dire les urgences du moment. C'est dont on a besoin, aller vers ça et faire les réformes. Nous, on a, à un moment, la création de l'organe unique des élections. C'était l'une des propositions qui était mère qu'on devrait saisir. Peut-être qu'ils pouvaient aussi pallier à ces problèmes-là. Mais on ne l'a pas fait. On a voulu aller vers des élections d'abord avant la révision et voilà l'erreur. D'accord. Merci, Monsieur Bathily. Monsieur Bathily, alors les résultats ont été contestés par beaucoup de nos concitoyens. Pour une fois, on voit des jeunes Maliens qui brûlent les pneus, qui manifestent même en plein couvre-feu pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces résultats. Et on ne voit aucun parti politique avec eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais oui. J'ai bien suivi un bon débat sur ce même plateau avec les éminents professeurs et docteurs, avocats. J'appuie franchement le dernier point sur lequel évoqué par mon cousin. Ce découpage territorial, il y a à craindre. Surtout par ce qui est en train d'être fomenté en dessous pour le Nord. C'est un autre sujet. Il y a vraiment à craindre, tout à fait. Pour venir à votre question, vous me permettez juste de clarifier quelque chose avec mon frère Bokoum. C'est que, et d'abord avec mon esclave Soumaré, c'est que je n'arrête pas de me poser juridiquement la question s'il est possible, parce qu'il avait été initié des requêtes auprès de la Cour pour déclarer ces alliances illégales, au motif que l'article 83 qui répartit les assesseurs entre l'opposition, la réponse de la Cour a été très légitime, que j'ai beaucoup aimé et très interpellative. Elle a dit que ce n'est pas à la Cour de supplier les carences législatives, parce qu'il n'y a aucune disposition légale qui sanctionne, qui interdise, effectivement. Maintenant, légalement, est-ce qu'il est possible de dire qu'un parti est interdit lorsqu'il y a de l'opposition de s'allier à quelqu'un? C'est peut-être un peu mettre frein à sa liberté de mouvement, qui est aussi garantie par la Constitution. Et l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition est très clair là-dessus. Est opposant,
tout parti politique qui participe au gouvernement, qui soutient l'action du gouvernement, que ce soit dans le Parlement ou hors du Parlement extra-parlementaire. Et majorité donc. Et majoritaire, tout parti, disons. Et opposition, tout parti qui n'y participe pas et qui ne soutient pas. Donc tu n'as même pas besoin de la déclaration de par ta direction, ta ligne politique, on sait si tu es de l'opposition ou pas. Maintenant, est-ce qu'il dispose, il faut légalement instituer une loi qui interdit à tout parti qui se déclare opposant, parce que j'ai la liberté aujourd'hui d'être opposant, demain d'être majorité. C'est un autre débat juridique à voir, s'il ne va pas être en porte-à-faux avec l'article de la Constitution qui consacre la liberté du mouvement. Donc, ceci étant, beaucoup, c'est qu'on ne collectivise pas en réalité la faute. Sans fait qui, à la lumière, se retrouve de tous les côtés. Sur la question, le cas de l'espèce des alliances, mais IRD n'est pas pire que Sadi. FM n'est pas pire que Sadi. C'est les alliances qu'on voit partout. Chef de file de l'opposition qui s'allie avec la majorité. Sadi, qui est le leader de la gauche, se retrouve en alliance avec le leader du mouvement libéral. Et pire encore, que je n'avais pas dit, le Sadi qui a soutenu le coup d'État en 2012 ici, qui a appelé le peuple malien à s'opposer à la venue des forces étrangères, a justifié le coup d'État par la mauvaise gestion successive des régimes jusqu'à ATT. Légitimer le coup d'État se retrouve en 2020 en liste avec PDS à Mopti. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, on ne collectivise pas. C'est par votre même fait, action qui se retrouve partout selon vos intérêts circonstanciels, qui fait que vous êtes aussi comptable et fautif des mêmes faits que les autres. Donc, on ne collectivise pas. C'est un fait qui est réel, qui est très réel. Sadi vilipante, l'URD à Kolondiaba, Sadi en alliance avec l'URD à Gao, Sadi vilipante à Bamako, à bas la France, à bas Djonkouna, à bas l'Adema qui a appelé la France, à Bamako, Sadi en alliance avec Adema, en alliance à Kouchala. C'est vos faits, clair et net. Donc maintenant, pour revenir à la cause réelle de la démocratie, j'entends beaucoup, moi je veux qu'on assume. On est tous responsables, mais encore plus les hommes politiques. Quand tu renvoies la responsabilité à 20 ans depuis l'avènement de la démocratie aujourd'hui, en faisant en sorte comme si ceux qui ont été au pouvoir qui sont le seul responsable, à savoir qu'est-ce que c'est que le pouvoir, définissons-le. Sadi a été au gouvernement de 2002 à 2007, de 2007 à 2012 à l'Assemblée nationale. Ok, Sadi est comptable de 10 ans de bilan de ATT. La privatisation de la CMDT va chercher l'année. La privatisation de l'UCOMA va chercher l'année. Cheikh Sissoko aujourd'hui qui sort était au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Que lors du conseil des ministres, je me suis opposé, mais il n'a pas démissionné. Où est le sens de la responsabilité alors? Le Sadi a assumé. On a tous été à l'école, la réalité du Sadi d'Amadou Djikourou, on a vu beaucoup de choses. Mais qu'on ait le courage d'assumer. L'élection présidentielle de 2007, quand Kafounape en son âme est sorti pour nous donner 3 résultats le même jour, le matin, le taux de participation excédant le nombre de votants. À midi, ça n'atteignait pas. À 18 ans, il a raccommodé. Quels ont été les premiers candidats à accepter la candidature, la victoire de ATT? C'était la dame de Mariko. On est là, l'histoire, on est là. Qu'il faut qu'ils acceptent tous. On a tous été là. Maintenant, si ça a échoué, il faut quelles sont les différentes lois initiées par Sadi qui contribuent à assainir et à renforcer la démocratie. Je vous prends un fait avant de glisser sur la question. Le cas Clément Dabélé est révélateur avant le cas Clément Dabélé, l'enlèvement ou le cas de Maître Hassan Bari. Vous savez que la sécurité d'État jusqu'à nos jours est régie par un texte qui date de 1989. De 1989. Et qui dit régime démocratique, qui dit régime, parle des fondements du régime. Si le régime est dictatorial, c'est qu'il y a des lois qui soutiennent le caractère dictatorial du régime. Et ceux qui ont combattu Moussa au nom de la démocratie, dont moi, dont lui, Sadi, tous les partis politiques, et qu'on a obtenu l'avènement de la démocratie qui a déraciné le fondement du régime dictatorial. Maître Hassan Bari, c'est mon père, un avocat. Il était ministre de l'ADEMA, avocat et ambassadeur de Mali en Guinée au nom du régime de l'ADEMA. Mais quel député de l'ADEMA a initié un projet modificatif de l'organisation et des attributions de la sécurité d'État? Personne. ATT 10 ans, personne. Et Omar Merkou est à l'Assemblée depuis combien d'années?
Est-ce qu'il a initié un projet de loi pour destituer, déraciner ce fondement du régime dictatorial? Mais une fois que la sécurité d'État agit par des manières qui sont incompatibles avec un État de droit, tout le monde sort, on dit l'État est devenu policier, l'État est devenu autoritaire. Mais quel est le fondement des actions de la sécurité d'État? Il a parlé tout à l'heure, qui vote les lois? C'est les députés. Ce n'est pas les policiers qui sont là-bas qui adoptent les lois. Quelles sont les différentes lois projets initiés par le SADI qui ne soient pas adoptés en éteint? Mais le fait de les proposer peut avoir un impact psychologique sur la société. D'accord. C'est cela. Maintenant, pour revenir au résultat, contrairement, en partie, je suis d'accord avec mon cousin. L'une des explications de la frustration née des résultats définitifs proclamés par la Cour, en partie tient à sa composition et au mode de désignation. Là-dessus, je ne vais pas épiloguer, tout le monde est d'accord. Mais dans les textes, vous êtes juriste. La Cour constitutionnelle a rendu des arrêts sur la base des pièces et des arguments qui, à la limite, frôlent la partialité. Je vous prends deux faits. Dans la commune de Mandin du cercle de Kati, selon les résultats proclamés par l'administration, la liste conduite par l'ASMA et alliés ont été proclamés vainqueurs. L'URD, ADEMA, RPM ont initié des requêtes auprès de la Cour. Les requêtes portaient sur quoi? Changement des membres du bureau. Avec à l'appui des PV, d'huissiers, des sommations interpellatives du secrétaire général du maire et du secrétaire du préfet de Kati. Après le 19 avril. Sur la base de ces PV, la Cour constitutionnelle a invalidé 60 et quelques bureaux sur 72 dans la commune de Mandé, qui a renversé la tendance dans tout le cercle de Kati, au profit du RPM et alliés URD. À Nara, la liste ASMA et autres, sur les mêmes faits, changement de bureau, avec PV à l'appui, production de PV d'huissier du préfet, des PV de bureaux attestant l'incompatibilité, l'incohérence des choses, le changement de bureau entre ceux qui ont signé le PV et la liste nominative du préfet, Monassa a écarté le PV au motif que, suivant une jurisprudence, le PV d'huissier rapportant les interventions des maires et des secrétaires généraux ne vaut pas devant la Cour. En commune 5, selon le résultat du ministère de l'administration territoriale, la liste ADP Maliba URD est déclarée vainqueur. Ils ont introduit une requête sollicitant l'annulation des résultats d'un certain nombre de bureaux au motif que dans les bureaux numéro 6, 7 et 8 du lycée Sacré-Cœur, il y aurait eu des manquements de bureaux constatés dans un PV. Des bulletins de vote, je veux dire. Moussa Timiné, la liste du RPM, conduite par Moussa Timiné et APR, ont aussi introduit une requête demandant l'annulation des bureaux de certains bureaux sans identifier, que de quelques centres, au motif qu'il y ait des irrégularités de nature entachée, sans spécifier la nature de l'irrégularité. Et à l'appui, il produit quoi? La liste d'émargement des agents, la photo d'attroupement des agents dans la cour, et le PV d'interpellation, et voilà, PV d'huissier. Le PV d'huissier est retenu en commune 5 comme pièce pour annuler les voix qui profitent à ressusciter les candidats de l'RPM. Le PV d'huissier est retenu par la Cour à Kati pour annuler des voix et ressusciter RPM. Mais le PV d'huissier est écarté à Nara pour maintenir l'adversaire de RPM en bas. Donc, dans la même République, la même loi qui est censée régir la même procédure devant la même Cour, Manassa fait un usage arbitraire de pièces. Justement, pendant que vous parlez de Manassa, M. Bathily, nous parlons de la Cour constitutionnelle, mais pourquoi à chaque fois qu'il y a des contestations de ce genre, on entend plutôt parler de Madame le Président de la Cour constitutionnelle? Elle est la présidente. Elle est la présidente. Je suis d'accord. Maître Konaré vous a bien répondu. C'est un lapsus, je suis d'accord avec lui. Ils sont 9 sages. Okay. Et la décision est prise à la majorité, de 5 fois. Je suis d'accord. C'est probable même qu'elle n'ait pas été d'accord avec certains, mais du fait majoritaire et du fait qu'elle soit chargée de prononcer et de signer, son nom peut passer. D'accord. Mais Robert, c'est aussi des faits, des éléments. Je vous prends le cas de Mopti.
la liste UDD, PS Yelenkura, Yéléman, se sont vus retirer des voix au motif sur la base des résultats, pas retirer des voix je veux dire, mais ils se sont vus retirer la victoire par le comptage des voix issues des zones où il n'y a pas eu vote. Tiens-toi que le gouverneur de Mopti a intimé aux agents électoraux d'évacuer les zones sur l'ordre donné par le commandant de zone, le colonel Youssouf Koulibaly, dans 2 localités. Donc le vote n'a pu avoir lieu que de 8h à 10h. Sur ordre du gouverneur de Mopti, le vote a cessé à 10h. Et en 2 heures, on s'est retrouvé avec 9400 voix pour 6 bureaux. 9400 voix divisées par 120 minutes, ce qui fait 13 votants par minute. Le gouverneur se propose de témoigner. Le commandant de zone de l'armée du Mali se propose de témoigner. Maintenant, ça ne l'écoute pas. Au même moment, à Bamako, suite à la requête initiée par RPM en commune 5 et commune 1, portant des violences dans certains bureaux par des nervis qui seraient commis par la liste Yéléman, la Cour a eu le courage de convoquer le mandataire de la liste Yéléman pour venir l'entendre sur cette accusation. Elle a respecté le principe contradictoire, l'instruction devant la Cour. En commune 3, la Cour a été obligée aussi d'ouvrir une instruction pour vérifier les accusations. Ce que je n'ai pas trouvé, partout où la Cour a fait droit et qui a changé le résultat, c'est en faveur du pouvoir. De RPM et alliés. À Kati, pareil. En commune 6, pareil. En commune 5, pareil. Et à Bougouni, il a dit bien sûr, la majorité elle fonctionne maintenant de l'intérêt du président. Ce n'est pas RPM, mais Blaise aussi est de la majorité. D'accord. Voilà. À Sigasso, pareil. Donc c'est ce qui est troublant. C'est ce qui est troublant. C'est-à-dire qu'un usage sélectif des preuves, un usage sélectif de la procédure, un usage sélectif de la loi, là où ça l'arrange, la loi a été appliquée, là où ça n'arrange pas le pouvoir, la loi a été pliée, mise de pied. Donc quelque part, c'est vrai, il y a des lacunes textuelles dues à l'organisation, mais quelque part aussi il y a la moralité des membres de la Cour. Et jusqu'à présent, je me pose la question sur les requêtes portant sur l'erreur matérielle, il n'y a que 7 magistrats qui ont signé. Pourquoi les 2 autres n'ont pas signé ça? D'accord. Merci, M. Bathily. Alors, nous sommes vraiment pris par le temps. Alors, tout ça, quand nous écoutons, au regard de tout ce qui a été dit, M. Soumaré, alors, peut-on dire que notre démocratie est en danger? Si oui, qu'est-ce qui la menace et comment la sauver? C'est une question plateau et c'est la dernière. Question bateau, question plateau et dernière question. D'accord, ok. Voilà. Et je commence par le serment des membres de la Cour. Je jure de remplir Chacun aura consciencieusement 4 minutes. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne, loyal magistrat. Je pense que les membres de la Cour n'ont pas rendu service à la démocratie. Je suis convaincu que la tendance qui s'est dégagée au fait qu'ils ont tranché et que c'est allé dans le même sens, favorisant les mêmes, a semé des doutes dans la tête de beaucoup de Maliens. Il est important aujourd'hui de comprendre. Vous avez dit que les gens ne se concentrent pas sur la présence de la Cour, mais on l'a senti même précipiter certaines lectures et aussi banaliser certains faits. Il est extrêmement important de savoir que les décisions de la Cour peuvent assurer la quiétude dans le pays, comme même installer l'instabilité dans le pays. Donc, ils doivent être très, très, très honorables. Je pense que la révision constitutionnelle est encore plus que nécessaire pour limiter. Parce que j'ai vu dans les textes que les pouvoirs du président sont limités. Entre autres, le président de la République ne peut pas dissoudre le Haut Conseil des collectivités. Mais on dit la Cour intervient en dernier recours
Même si ils ont violé la loi, ils ont triché, c'est la loi. Donc, par la révision constitutionnelle, il faut limiter les dégâts. Je prends l'exemple, je termine. En commune 1, on les fait reprocher, les partis qui ont gagné ne sont ni dans le gouvernement, n'ont pas de maire, donc ne sont pas censés favoriser la sélection des délégués qui puissent changer les choses à leur faveur. Donc, on change les résultats pour les mêmes qui, en réalité, ont décidé du changement des agents électoraux. Donc, tout ça, ça intrigue et ça interpelle. Il ne faut plus jamais ça dans notre pays parce que ça peut entraîner le pays vers des dérives. Vous le savez très bien, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, personne ne sait où ça va s'arrêter parce que certains considèrent que c'est légal, mais ce n'est pas légitime. Je crois que ça, c'est des choses qui parfois sont partagées par la majorité des Maliens quand la fraude semble être très manifeste. Je vous remercie. D'accord, merci Dr Soumaré. Monsieur Boko. Et moi, j'aimerais réagir quand même vite fait. 4 minutes en tout quand même. Soit il y a une chose qui est très claire, soit Arassa, il fait exprès ou il ne connaît pas le fonctionnement ou il ignore le fonctionnement de l'Assemblée. Au niveau de la CNDT, il y a eu un débat très intéressant, j'étais là-bas, pour qu'on puisse, quand il parlait de la CNDT, pour la liquidation de la CNDT, arrivé à un certain niveau, c'était à huis clos, ils avaient évité les caméras et tout. Arrivé à un certain niveau, Oumar Mariko avait pris la parole pour dire « Monsieur le député », tout le monde s'est mis silence. Il a dit c'est dans cette salle de Modibo Keïta et de Al-Fusseini, j'ai oublié son nom de famille, que vous êtes en train de liquider l'un des plus grands fleurons de la République du Mali. Et ça, c'était des batailles qui ont été menées avec beaucoup de douleur. Vous savez, le chemin de la lutte n'est pas facile. Aujourd'hui, au Mali, il est clair que moi, ce que je retiens dans cette histoire, c'est que de 92 à nos jours, il y a ce que l'on appelle le venin, c'est comme un venin du populace qui est en train d'inonder, d'envahir l'esprit du militant sincère. Cette lutte que les gens ont menée depuis des décennies pour juste voir un Mali libre, un Mali transparent, un Mali où peut régner au moins le minimum de justice sociale, qui est cette orientation qui est celle de mon parti, n'a pas aujourd'hui été brillant dans tous les domaines. Vouloir aujourd'hui coller le puritanisme au parti Sadi est un aspect qui consiste à vouloir dénigrer l'ampleur, l'énormité de la lutte que ce parti a mis aux côtés des paysans, aux côtés des pauvres, à tous les niveaux. Donc moi, aujourd'hui, moi, les alliances, ce n'est pas une question d'alliance, Rassa. Vous parlez d'alliance, nous on parle de système. Vous avez, il y a un système qui est conçu, il y a une alliance qui est conçue. Parce que le problème c'est que quoi, il faudrait que vous acceptiez la critique. Vous avez parlé des heures, je vous ai écouté. On est d'accord. Voilà, c'est le minimum quand même de me laisser dire ce que je pense, que ce truc est en train de se noyer dans les calomnies, dans la délation, dans toutes sortes d'explications, je ne sais quelles machiavéliques, et qui tombent dans l'esprit du vulgaire comme étant une vérité absolue. Or, la réalité est tout autre. Je l'ai rappelé que vous êtes dans le CDR, il vous est arrivé de prendre beaucoup de positions. Des positions souvent incompréhensibles pour vos militants. Des positions souvent contradictoires et souvent antagonistes. Et pourtant, vous avez vos explications. Et donc, faites confiance quand même au parti politique, en tout cas qui est le SADI, qui sait où il va. Et même aujourd'hui, par rapport à la position des députés, on a fait entendre et on va faire porter la parole plus haute de la voix progressiste. Et cette voix qui doit être aujourd'hui celle qui doit déterminer l'orientation de ce pays. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix considérer que le SADI est responsable ici d'avoir un fantasme à attaquer au parti SADI. Or, nous ne détenons pas un assez de pouvoir pour pouvoir déterminer les orientations du pays. Et c'est pourquoi nous nous battons. Et donc aujourd'hui, nous pensons, moi je pense très sincèrement, que le combat que vous menez, je le respecte, mais il va dans tous les sens.
et il a du mal à respecter une certaine souffrance, une certaine douleur de ces gens. Et moi, je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Samba Tamboura, qui est décédé à Caille suite à ces événements post-électoraux, et également à Abdoulaye Koulibaly, dit Tata, qui a également perdu la vie. Et je voudrais dire à leur famille, en les regardant en face, pour dire que le peuple ne les oubliera pas. Donc, ce genre de lutte qui se conçoivent sur la douleur et sur des vies brisées ne mérite pas aujourd'hui de venir axer le fantasme, ce délire de vouloir à tout prix faire en sorte que le parti c'est-à-dire réclame un puritanisme. Nous ne sommes pas des parfaits, nous ne sommes pas parfaits, nous apprenons au même titre que les gens, mais nous essayons au moins de garder le minimum de dignité et d'honneur pour essayer au moins d'apporter ce dont le peuple malien a besoin. D'accord. Merci, M. Bokoum. M. Bachi. Oui, j'ai dit ça pour dire que la démocratie malienne peut dire, à sortir de ces élections, nous devrons tirer beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements qui nous permettra, pour les élections à venir, de ne pas créer encore plus de frustrés, de ne pas créer des situations, des tensions dans les cercles, dans les régions, dans la capitale. Parce que pour la stabilité d'un pays et d'une nation, il faut organiser des élections de telle sorte que les résultats, certes il n'y a pas une élection parfaite, mais les résultats ne doivent pas créer beaucoup de tensions. Moi, je dirais toujours, ayons le courage, la volonté d'aller vers les réformes. Comme on le dit, Osimé disait que les chemins plats sont les plus difficiles à gravir. Donc acceptons. Il y a des difficultés à venir. Donnons-nous la main. Partons vers de vraies réformes. Ayons le courage de changer les choses pour avoir une démocratie stable qui pourra aussi nous garantir des institutions fortes et des hommes qui peuvent nous amener là où nous voulons venir. C'est bon. Merci. M. Bachili. Alors, M. Bachili, nous sommes à 22h28, mais vous avez 4 minutes, mais vraiment pas plus. Non, je ne vais pas aller très loin. Des points juste pour dire à nos frères Bokoum que nous avons comme mode et méthode de travail au sein du CDR, toutes les positions publiquement proclamées font l'objet d'échanges entre nous. Très clair, tout le monde au défi. Toutes nos alliances sont prédiscutées d'abord. Si vous aviez eu ces échanges que vous êtes en train d'avoir aujourd'hui avec vos députés, au moment de la constitution de la liste et des alliances, on ne serait pas là aujourd'hui à mettre les députés en demeure de s'user. Ça, c'est des enseignements à tirer qu'il faut accepter. Nous, on est de la société civile, on observe. C'est tout à fait logique. Ce que j'ai à tirer comme leçon, il y a le cas de RPM en face. Voici un parti qui s'est réuni au niveau de son bureau politique national, le 8 mai, pour désigner son candidat au perchoir à la présidence de l'Assemblée, suivant ces textes qui prévoient 2 modes de désignation, au consensus à défaut par vote. Le consensus ne reçut pas 2 candidats selon la presse claque la porte. 2 restent, le vote a lieu, l'un est proclamé vainqueur avec 36 voix, l'autre avec moins de 7 voix. Comme à Gao, je m'attendais à l'application de la jurisprudence de mise en demeure de Moussa Timiné, de retirer sa candidature sous peine d'être suspendu, comme ce fut le cas à Gao. Pire, le lendemain, Moussa Timiné persiste et proclame officiellement sa candidature au perchoir. On est samedi. Dimanche, je scrute partout. Aucune lettre de mise en public, en demeure publique. Aucune sanction publique. Le lundi 11 mai, j'entends par la voix, je crois, de Maître Baber Gano, si je ne me trompe pas, un retrait d'une séance, d'une heure de suspension d'une heure de séance, pour obtenir le retrait du candidat déclaré vainqueur, au profit du candidat qui a refusé d'obtempérer au résultat. Et les juristes comme moi, tout refus de s'aligner sur la décision d'un parti politique, d'un groupe, c'est un acte d'indiscipline. Et l'auteur est un indiscipliné. C'est un juridique. Et comment un grand parti pour l'RPM,
qui accepte d'appliquer les textes sur sa section à Gao en suspendant les candidats qui ont refusé d'accepter la candidature, au niveau national, désigne quelqu'un qui refuse et la personne sort pour dire que je loue le président de la République. Or, IBK n'est pas prévu dans leur texte comme durée et recours de règlement. Ça, c'est une insulte à la démocratie. Un rabais. Là, c'est décevant. Deuxième cas, j'en aurais fini, les groupes parlementaires. Oui. La constitution des groupes parlementaires. Robert, imagine-toi qu'aujourd'hui, l'ADP Maliba, dont le président nous a dit que la raison d'assignation de Tam au tribunal, devant les tribunaux pour constater la fin de son mandat, tient au fait que Tam n'a pas voulu respecter la ligne que le parti s'était publiquement tracée, à savoir l'opposition. Et lui, en tant que digne fils spirituel de Bouye, il ne saurait aller à l'encontre de ceux que Bouye combat, à l'époque qui était Boubé. Et on découvre devant, au moment des alliances, ADP Maliba en alliance avec Asma. Aujourd'hui, c'est ce même ADP qui est à la majorité. Tandis que son leader spirituel Bouye continue de respecter sa ligne d'aller contre, de critiquer ce régime, ceux qui se réclament en son nom à Bamako et à l'hémicycle défendent. Ça fait mal. Derrière pour Choguel Kokala Maïga, mon père, qu'on entend partout, qui est aujourd'hui dans un nouveau mouvement aujourd'hui pour faire partir Ibeka et pour l'avènement d'une 4e République. Parce qu'ils disent la démission d'Ibeka et le régime. Le régime ne démissionne pas, on met fin à un régime. C'est un lapsus. Les juristes savent. Le régime ne démissionne pas, on met fin. Choguel Kokala Maïga a un seul député élu à Kolokani. Il est du groupe parlementaire qui est à la majorité. D'accord. Contrairement à Sadi qui a eu le courage de rappeler ses députés au respect de la ligne de son parti, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu Choguel ou le MPR convoquer son parti, son seul député. Donc on a un pied à l'Assemblée, à la majorité, et dans la rue, on est à l'opposition. Mais vous voulez qu'on retienne quoi comme leçon morale? On résume une phrase. On résume en une phrase. Ils sont les acteurs politiques. Aucune démocratie ne fonctionne sans les acteurs politiques. Et comme l'a dit Soumari, c'est une question de morale. Le texte ne saurait jamais remplacer un déficit de dignité, d'honneur et de morale. C'est une question d'éducation. Ils reçoivent ces subventions à cette fin. Le seul parti dont j'ai vu l'existence d'une école de formation à l'époque, c'était le SADI, mais je m'interroge aujourd'hui sur la qualité des enseignements prodigués. Au regard des alliances prodiguées. Je m'interroge. Ils avaient une école, j'ai été là-bas avec Amadou Dikolo. D'accord. Mais je m'interroge sur la qualité des enseignements ou si l'école encore continue de fonctionner. Mais cet argent doit servir à bon escient. Éduquer, sensibiliser, moraliser les citoyens sur l'idéologie, sur le respect, la cohérence dans la démarche. Entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, comme il a dit hier et aujourd'hui, c'est ce qui permet de renforcer la confiance des citoyens en leurs institutions, en les hommes politiques. Mais plus il y a l'incohérence, plus la méfiance s'installe, et plus c'est le chaos. Merci, Monsieur Bathily. Mesdames, Messieurs, vous suiviez l'émission politique, le débat d'Africa Télévision qui ce soir portait sur les thèmes législatifs 2020. Quel enseignement politique et moral avec Monsieur Youssouf Mohamed Bathily, porte-parole du CDR, Collectif pour la défense de la République, Dr Modibo Soumaré, président du parti l'URP, Union des patriotes pour la République, Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, et M. Sekou Niamé Bathily du RPM, parti du Rassemblement pour le Mali. Quant à moi, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce numéro de politique. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain. Passez une excellente semaine de travail. Au revoir.